Pour finir cette activité, après avoir vu l'anatomie de l'organe reproducteur féminin, on va voir qu'est-ce qui contrôle son fonctionnement. Donc pour cela, vous aviez différents documents à votre disposition. Première chose, on essaye de comprendre qu'est-ce qui contrôle l'évolution de l'aspect de la muqueuse utérine, c'est-à-dire comment expliquer cette succession de règles qui reviennent à peu près tous les 28 jours. Donc première chose, lorsqu'une souris, lorsqu'on ne lui fait rien, elle a un cycle d'ovaires et utérin normaux. Lorsque l'on supprime les ovaires, on se rend compte que l'endomètre arrête de se développer. Donc là, vous mettez en évidence que ce sont les ovaires qui contrôlent l'évolution de l'aspect de la muqueuse utérine. Deuxième expérience, après avoir enlevé les ovaires, on les regreffe à un autre endroit de l'animal. Et on se rend compte que le développement cyclique de l'endomètre, qui est donc la muqueuse utérine, se remet en place. Alors comment expliquer cela? On est d'accord qu'on a dit que les ovaires contrôlent, donc tout va bien, mais ils contrôlent comment? Grâce au sang. Puisqu'en effet, lors d'une greffe, on vous le dit en dessous, on rétablit les communications sanguines. Donc là, vous mettez en évidence que l'ovaire contrôle l'utérus via le sang, donc via une hormone. Dernière chose, on enlève toujours pareil les ovaires et cette fois on injecte de l'extrait d'ovaire, de l'extrait ovarien donc qui contient les hormones des ovaires, sauf que la quantité est toujours identique. Et là on se rend compte qu'il y a développement de l'endomètre, mais il n'y a pas de variation cyclique. Donc là ce que vous mettez en évidence, c'est que c'est la variation des concentrations ovariennes qui va contrôler la variation de l'aspect de la muqueuse utérine. Alors, comment agissent ces différentes hormones? Vous avez ici la concentration des différentes hormones produites par l'ovaire au cours d'un cycle, et vous avez ici l'épaisseur de la muqueuse utérine qui vous est représentée. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un parallèle entre les deux. Première chose, on se rend compte, donc début du cycle, début des règles, destruction de la muqueuse utérine, donc l'épaisseur diminue, et les concentrations des hormones sont faibles. Lorsque l'épaisseur réaugmente de nouveau, on se rend compte que ça correspond à une augmentation de la quantité d'œstrogène. En effet, les follicules se sont mis à mûrir et donc à fabriquer de l'œstrogène. Ce sont donc l'œstrogène produit par les follicules qui contrôle l'épaississement de la paroi utérine. Arrivé au 14e jour, ovulation, le follicule se transforme en corps jaune et donc on l'a vu, le corps jaune, en plus de l'œstrogène, fabrique de la progestérone. On a donc augmentation de la quantité de progestérone. Et on voit que ça correspond à la vascularisation. On voit qu'il y a de plus en plus de vaisseaux sanguins au niveau de la muqueuse utérine. Donc on peut voir que cette hormone agit sûrement dans la création de ce qu'on appelle donc la dentelle utérine. Au bout d'un certain temps, à peu près 14 jours, le corps jaune disparaît, donc les quantités d'œstrogène et de progestérone diminuent toutes les deux, et on se rend compte que quand elles arrivent au minimum, se déclenchent les règles. Donc en fait, les règles sont provoquées par une disparition des hormones, et notamment une disparition de la progestérone. Donc tout ce que je viens de vous dire vous est résumé dans le petit texte ci-dessous. Donc on va pouvoir résumer ça sur un schéma. Donc on a vu, dans les ovaires, il y a différents types de cellules, de structures, des follicules, immatures, mûrs et des corps jaunes. Donc les follicules immatures vont grandir, ils vont également fabriquer de l'œstrogène qui va agir sur l'utérus et notamment au niveau de la muqueuse utérine et provoquer son épaississement. Le follicule, une fois qu'il est mûr, il y aura ovulation, ce qui veut dire qu'il va relâcher l'ovule dans les trompes. Et le corps jaune va fabriquer notamment de la progestérone qui va également agir sur la muqueuse utérine en permettant son maintien dans le temps et sa vascularisation. Donc là, on a bien l'ovaire qui contrôle
l'utérus via 2 hormones. On va essayer donc de compléter ce schéma. Pour ça, on a toujours fait différentes expériences. Première expérience, on prend des follicules immatures et on les met au contact de FSH ou sans FSH. Et on se rend compte qu'il n'y a qu'en présence de FSH que le follicule va se développer et devenir mature. Donc là, vous mettez en évidence que la maturation des follicules est contrôlée par la présence de FSH. Voilà comment je peux le représenter. Deuxième document, alors là on retrouve les concentrations des hormones ovariennes mises en relation avec les hormones hypophysaires, donc synthétisées et sécrétées par l'hypophyse. On se rend compte qu'au moment de l'ovulation, il y a un pic des hormones hypophysaires et notamment de la LH. Donc un pic, ça veut dire une augmentation extrêmement rapide de la concentration. Donc là, la réponse était notée, c'est ce pic de LH qui va déclencher l'ovulation. Donc on pouvait compléter le schéma, c'est le pic de LH qui déclenche donc l'ovulation, la libération de l'ovule dans les trompes. Dernier document, c'est encore des pauvres petites souris qui vont subir nos expériences. Donc une souris, lorsqu'on ne lui fait rien, elle a un cycle utérin et ovarien totalement normal. Lorsqu'on lui enlève l'hypophyse, vous n'avez plus d'activité ovarienne, donc les ovaires ne fonctionnent plus et la muqueuse utérine ne se développe plus. Donc là, vous montrez encore l'importance de l'hypophyse dans le contrôle de ces 2 organes. Lorsque on enlève l'hypophyse mais qu'on injecte nos 2 hormones hypophysaires dans des concentrations adaptées, on voit qu'on rétablit l'activité ovarienne et l'activité cyclique de l'utérus. Donc là, on met en évidence que c'est l'hypophyse via LH-FSH qui va donc agir sur les ovaires. La dernière expérience, alors là, on enlève l'hypophyse, mais on enlève aussi les ovaires. Et on se rend compte que quand on injecte LH-FSH, eh bien, il n'y a pas de développement de la muqueuse utérine. Donc là, vous mettez en évidence que LH-FSH n'agissent pas sur l'utérus directement, mais indirectement via les ovaires. Et c'est ce que vous avez, c'est ce qui est représenté par ce schéma. LH-FSH n'agissent pas au niveau de l'utérus, mais au niveau des ovaires. Et c'est l'activité de l'ovaire qui va influencer l'activité de l'utérus. Toute dernière chose pour finir, on vous dit ici que l'hypophyse est contrôlée par la GnRH, donc vous n'aviez plus qu'à compléter votre schéma et vous avez ici donc le contrôle hormonal des cycles ovariens et utérins. Donc pour conclure, on voit que les organes reproducteurs qui sont présents dès la naissance ne sont pourtant pas fonctionnels dès la naissance, ils ne le sont qu'à partir de la puberté, parce qu'à la puberté, un grand nombre d'hormones sont fabriquées. Vous avez donc ici toutes les hormones qui interviennent, avec quel est l'organe qui les sécrète, quels sont leurs organes cibles, sur quels organes ils vont agir, et pourquoi faire, entre guillemets. Alors, bien évidemment, la puberté, donc c'est un endroit, c'est un moment où il y a beaucoup de transformations dans le corps. Il y a également ce qu'on appelle une sexualisation du cerveau. Et donc c'est à ce moment-là, que va s'accentuer votre impression d'être une femme ou d'être un homme. Et il se peut que parfois, votre identité de genre, donc le fait que vous vous reconnaissiez comme homme ou femme, ne colle pas avec votre sexe biologique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transidentité. Et donc, il se peut que donc les transgenres, donc qui sont les gens qui ont cette transidentité, du coup, pour se sentir mieux, changent leur prénom, voire certains vont jusqu'à recourir à la médecine pour transformer leur corps et que donc leur sexe biologique se rapproche davantage donc de leur genre.